Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle émission, toujours accompagné de Patrick Mbeko pour continuer notre revue des différentes thématiques qui ont marqué le continent africain pendant l'année 2022 et pour lesquelles il est important de revenir, histoire de comprendre quand même où va le monde dans lequel nous vivons et comment est-ce que le continent africain se retrouve impacté par tout ce qui se passe. Et le thème d'aujourd'hui va porter sur la guerre russo-ukrainienne. C'est un thème d'actualité, clairement, et c'est une actualité qui risque de durer. Enfin, je vais entendre Patrick là-dessus. Est-ce qu'on est vers la fin ou alors on est vraiment, comme certains le disent, dans un conflit qui va vraiment s'enliser et qui va durer? Dans tous les cas, c'est un sujet qui cristallise énormément aussi. Il y a bien évidemment aujourd'hui les pro-russes, les pro-ukrainiens. C'est difficile d'être neutre dans ce conflit-là. Mais je vais en parler avec Patrick justement pour qu'il nous dise un tout petit peu quelle est sa lecture de ce conflit-là. Et sans plus tarder, déjà, peut-être rapidement, Patrick, une introduction pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Est-ce que tu pourrais encore te présenter? Je rappelle que nous sommes ici dans le deuxième volet d'une série de vidéos que je fais avec Patrick Mbeko. Donc, si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à la regarder. C'est très important parce qu'il y a une continuité, une logique dans ce qu'on est en train de faire. Patrick, je te laisse te présenter, s'il te plaît. Salut Philippe et merci encore une fois pour l'invitation. Je m'appelle Patrick Mbeko, je suis originaire de la RDC, je vis au Canada où j'ai fait mes études universitaires dans plusieurs domaines, sciences politiques, communication stratégique, affaires diplomatiques et stratégiques et j'en passe. Et je suis aussi auteur de plusieurs ouvrages sur les conflits armés en Afrique, plus particulièrement sur la région des Grands Lacs, mais j'ai aussi écrit sur la guerre de l'OTAN en Libye contre Muammar Kadhafi. Et j'ai aussi fait de la recherche universitaire cette fois-ci sur l'implication de la Russie et de la Chine dans la guerre en Syrie. Très bien. C'est parfait. Donc, tu es l'homme qu'il nous faut pour aborder ce thème-là. D'entrée de jeu, avant de parler de l'actualité, je voudrais quand même qu'on revienne aux causes, l'origine. Pourquoi on a un conflit entre la Russie et l'Ukraine qui sont pourtant supposés être deux pays frères? Oui, c'est vrai, ce sont des pays frères, bien entendu, mais euh, je ne sais pas si tu te rappelles ou si tu as suivi l'actualité, mais au mois de décembre 2021, la Russie avait soumis une série d'exigences aux États-Unis sur des questions de sécurité la concernant. Parce qu'il y a eu des avancées, il y a eu d'abord plusieurs avancées de l'OTAN vers l'Est, donc vers les frontières russes, et les Russes n'étaient pas du tout d'accord parce que à la fin de la guerre froide, après l'effondrement du mur de Berlin, et puis la fin de la dislocation de l'Union soviétique, les Russes et les Américains s'étaient entendus pour que l'OTAN ne se rapproche pas de l'Est, qu'il n'y ait pas une poussée de l'OTAN vers Pas l'Est. au-delà de l'Allemagne, en tout cas. Exactement. Et bien entendu, les Occidentaux sont revenus sur leur engagement et Pourquoi? il y a eu, ben, parce que il y avait du côté des États-Unis, notamment du Pentagone, des velléités assez euh, particulières, même du département d'État à l'égard de la Russie. Vous savez, pour les Américains, la fin de la guerre froide avait aussi sonné la montée en puissance non, pas la montée en puissance parce qu'ils étaient déjà puissants, mais c'était les États-Unis étaient devenus la seule superpuissance. On parlait de la seule superpuissance. Les Américains se sont sentis si puissants qu'ils se sont dit, bah, de toute façon, nous pouvons revenir sur nos engagements et intégrer des États d'Europe de l'Est dans l'OTAN, histoire de se rapprocher davantage de la Russie, parce que même s'il y a eu dislocation de l'Union soviétique, la Russie est restée, et ça restait une puissance nucléaire, une puissance quand même considérable, même si sur le plan socio-économique, le pays s'était complètement effondré. Donc, on voulait d'une certaine manière créer les conditions d'une soumission de la Russie au nouvel ordre ultralibéral caractérisé par la montée en puissance des États-Unis, qui était restée la seule grande puissance sur l'échiquier mondial. Donc, il y a eu ça, il y a eu cette poussée. Les Russes n'ont pas apprécié ça. Ils l'ont dit à plusieurs reprises. Au-delà de la poussée de l'OTAN, il y a eu l'installation dans les pays de l'Est qui ont intégré l'OTAN de systèmes antimissiles qui pouvaient se révéler problématiques pour le système de défense, pour la sécurité de la Russie. Ça, c'est aux yeux des Russes. Après, il y a d'autres raisons qu'on peut évoquer, mais il faut aussi en même temps revenir
à la stratégie américaine de containment à l'égard de la Russie, parce que ça a été théorisé quand même. Tout ce que nous voyons aujourd'hui a quand même été théorisé par un homme qui s'appelle Zbigniew Brzezinski, qui était le conseiller du président Carter à l'époque, un grand stratège américain très respecté, et il a écrit un livre qui s'appelle Le Grand Échiquier que j'ai ici, là, Tout à qui fait, le est par fameux. là, exactement, qui est devenu un classique, en tout cas pour beaucoup de stratèges et de géopolitologues, et dans lequel, dans son livre, Brzezinski explique que pour faire de la Russie une petite puissance, il suffit de s'emparer de l'Ukraine et utiliser un certain nombre d'États comme, en fait, faire de l'Ukraine un État pivot de la stratégie américaine contre la Russie. Et ça a été parce que Brzezinski, il dit beaucoup de choses dans son livre. Là, je caricature à peine. Hein. J'essaie de rendre ça plus simple pour tout monsieur, madame, tout le monde. Donc, Brzezinski expliquait déjà qu'il fallait, tôt ou tard, s'emparer de l'Ukraine pour en faire un élément essentiel du dispositif américain à l'égard de la Russie. Et les Russes ont toujours mis en garde euh, les Américains contre cette volonté de vouloir mettre la main sur l'Ukraine. Et pas seulement tous les Occidentaux, parce qu'en gros, c'est l'OTAN. Mais on va revenir sur la question de l'OTAN, parce qu'en réalité, l'OTAN, ce sont les États-Unis avec leur valet européen, même si on présente ça comme un État, un, un, un système global militaire, il n'en reste pas moins que l'OTAN, c'est d'abord les États-Unis, les autres viennent après. Et ça permet de comprendre pourquoi les Russes ont toujours voulu discuter directement avec les États-Unis au lieu de perdre leur temps avec leur valet. Donc, Mais, en gros, mais oui, justement, parce que je pense qu'il faudra, on en a parlé un peu en off sur le fait qu'il serait bien qu'on fasse des émissions sur quelques personnages majeurs pour l'histoire de l'Afrique, mais je pense que ce serait bien même d'ouvrir ça à l'international et de faire une émission sur Poutine, parce que je pense que à lui tout seul, il vaut 10 émissions. Comment ouais, tu exactement. expliques que Poutine, justement, ait demandé à intégrer l'OTAN? Parce que Poutine, on sent l'oublier, mais Poutine reste quand même un libéral. Hein. Le Poutine d'aujourd'hui est en fait le produit d'un comportement problématique des États-Unis et des élites occidentales. Et c'est la raison pour laquelle, voilà, l'émission qu'on avait faite sur la France-Afrique, j'expliquais, je parle de l'évolution, parce que l'évolution des situations, de conjoncture permet de comprendre aussi l'évolution des comportements et des Des postures, personnes, et oui. des personnes aussi. Donc, Poutine, au début, veut s'allier à l'OTAN. Il demande à intégrer l'OTAN. Il veut faire partie de la grande famille occidentale, mais on le lui refuse. Et non seulement on le lui refuse, mais une partie de l'Occident se comporte avec condescendance à l'égard de la Russie. Tout d'un coup, l'ancien colonel du KGB comprend que la Russie, la Fédération de Russie n'aura rien à gagner à vouloir faire des courbats devant l'Occident. Donc, il décide de construire la puissance de son pays, de reconstruire son pays. Quand Poutine arrive au pouvoir, il faut le dire, 40% des Russes mangent dans les soupes populaires. Donc, la Russie est vraiment par terre. Le pays est dominé par des oligarques soutenus par l'Occident. Le pays est mis en pièces, en fait, par ces oligarques-là. Poutine vient, il redresse les choses, il demande à intégrer l'OTAN, il se montre très, très ouvert Oui, et l'État conciliant. occidental très conciliant et tout ça face à l'Occident, mais la réponse qu'on lui donne est en inadéquation avec ce que lui voulait, avec sa volonté de se rapprocher de l'Occident. Et pire encore, il y a une forme de condescendance qui finit par l'agacer. Et en 2000, en 2000, en 99, je crois, et puis en 2004, il y a une poussée de l'OTAN importante pour revenir à la question précédente vers les frontières russes. Les Russes voient rouge. Et ils disent très clairement que l'Ukraine et la Géorgie, il ne faut pas toucher. Mais les Occidentaux continuent. Ils continuent. Et en 2007, il tient un discours très important au sommet de Munich, dans lequel il dit très clairement, il fait clairement savoir aux Occidentaux qu'il y avait une ligne rouge à ne Ligne pas franchir rouge. au sommet de Munich. Et le sommet de Munich, le discours de Munich est très important. La plupart des politologues, même des spécialistes, on rappelle ce discours-là parce que ça marque un point tournant dans la position de la Russie face à l'Occident. Et donc, quand la Géorgie occidentalisée, parce qu'il est important de dire qu'il n'y a pas qu'une poussée de l'OTAN vers la Russie, mais il se passe des choses dans les pays de l'Est, ce qu'on appelle les révolutions de couleur. En Géorgie, dans la plupart de ces pays-là, et même en Serbie, on a vu ça avec le groupe Optor. Vous savez, le point fermé qu'on voit souvent, Oui. c'est le point fermé du groupe Optor. Ce groupe-là qui avait aussi, d'une certaine manière, été instrumentalisé par la CIA parce qu'on a aujourd'hui des données sur ça.
Et les révolutions de couleur en Russie sont perçues comme des stratégies de mise sous tutelle subtile des, 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 des régimes de ces pays-là aux volontés occidentales parce que beaucoup de régimes vont sauter, d'autres régimes vont arriver. Ce sont des régimes libéraux qui vont arriver et qui vont se rapprocher de l'Occident. On va le voir en Ukraine, on l'a vu dans un certain nombre de pays de l'Est. Donc pour les Russes, il y a un double danger. Il y a l'OTAN qui avance et politiquement, on fait sauter des gouvernements en place qui se montrent neutres ou pro-russes pour des gouvernements qui sont pro-occidentaux. Et pour les Russes, ça ne passe pas. En 2008, il y a la guerre en Géorgie. Quand le gouvernement géorgien décide d'attaquer les républiques séparatistes du Sud, ben, la Russie intervient. C'est la première mise en garde directe de la Russie face à l'Occident pour dire que faites très attention, n'allez pas beaucoup plus loin. Mais les Occidentaux vont continuer. Et ce qui est quand même essentiel, c'est qu'il faut rappeler que tous les grands spécialistes américains de la politique étrangère américaine vont au fil des ans dire que c'est une erreur de vouloir intégrer l'Ukraine à l'OTAN, c'est une erreur de provoquer la Russie sur ce terrain-là, c'est une erreur de se rapprocher des frontières russes. Et qui dit ça avant sa mort? Zbigniew Brzezinski, qui est d'origine polonaise. C'est important aussi de le dire, parce que les Polonais, les pays baltes font partie des pays qui sont foncièrement anti-russes aujourd'hui. Et donc, vous avez cette conjoncture-là de l'époque, et donc ils avancent, les Américains développent des armes de plus en plus puissantes qu'ils vont installer dans les pays de l'Est, et les Russes disent non, il ne faut pas le faire parce que là, vous allez vraiment nous titiller, vous allez nous déranger. Pourquoi? Parce que dans ce que les Américains vont présenter comme des armes, des batteries antimissiles pour combattre l'Iran, vous vous rendez compte, quand ils installent ça dans les pays de l'Est, ils disent ben, c'est pour combattre l'Iran, c'est pour faire face à la menace iranienne. Bon, c'est un peu ridicule, mais ils expliquent ça comme ça. Bon, les Russes ne sont pas bêtes, ils ne sont pas d'accord. Ben, ils décident, c'est d'ailleurs ce qui va pousser les Russes à développer les armes qu'ils ont aujourd'hui. Les Satan, tout ça, c'est pour en fait détruire tous ces systèmes-là. Et tout ça sans être intercepté. Mais ces armes-là ne sont pas seulement des armes défensives, comme les Américains vont le présenter. Ce sont aussi des armes offensives parce qu'on peut intégrer aussi des systèmes d'armes nucléaires là-dedans. Donc, tu as en gros, en fait, j'essaie de caricaturer, de simplifier très rapidement, tous ces enjeux de sécurité qui vont devenir un problème pour la Russie et qui vont permettre qui permettent de comprendre en fait la réaction de la Russie quand l'Ukraine va basculer dans le camp occidental en 2014 après la révolution des Maïdan qui a été soutenue par les États-Unis. Il faut le dire parce que Victoria Nuland, qui était à l'époque euh, 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 à la Maison-Blanche, elle est encore là aujourd'hui sous Joe Biden, mais à l'époque d'Obama, va clairement dire que les États-Unis ont dépensé 5 milliards de dollars pour déstabiliser l'Ukraine afin de l'intégrer dans le système américain, donc l'OTAN. À partir de 2014, l'Ukraine va être otanifiée. Et c'est ça, c'est important de comprendre parce que c'est très subtil. On dit que l'Ukraine ne doit pas, les Russes disent que l'Ukraine ne doit pas intégrer l'OTAN. C'est vrai. On parle de tout un débat sur l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN. C'est vrai. Mais ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que l'OTAN est en Ukraine depuis 2014. Et les Russes comprennent cela. En décembre 2021, ils soumettent aux États-Unis euh, un document sur ce qu'on a appelé les garanties de sécurité en Europe, que les États-Unis rejettent. Et au mois de février, les Russes décident d'intervenir en Ukraine, pas seulement pour des raisons de sécurité liées à la Russie, mais aussi pour des raisons de sécurité liées au Donbass que le gouvernement ukrainien s'apprêtait à envahir pour récupérer. Parce que depuis 2014, une partie du Donbass est aux mains des séparatistes pro-russes, ukrainiens pro-russes. Et donc, l'Ukraine s'apprêtait à attaquer sa partie est, donc le Donbass. Et donc les Russes, comprenant cela, ont décidé de prendre le devant en intervenant en février 2021. Donc, effectivement, on se rend bien compte que les causes du conflit sont lointaines, Exactement. qu'elles avaient été prédites d'ailleurs. Ah oui, très Et, clairement. et aujourd'hui, on est juste en train de vivre un scénario dans lequel malheureusement les Ukrainiens sont les victimes, parce que ce sont les Ukrainiens qui meurent essentiellement là-dedans. La deuxième question que je veux te poser concerne la situation actuelle de ce conflit-là. La Russie est en train de perdre, comme les médias occidentaux nous le disent, ou alors c'est plus nuancé que ça, parce qu'il y a aussi beaucoup de blogueurs américains, parce que du coup, il y a beaucoup de Nord-Américains qui en parlent quand même, d'Américains, de Canadiens, et parfois même des gens de l'armée, justement, des anciens des services secrets qui, bon, j'en ai écouté plusieurs, hein, qui disent qu'il n'en est rien du tout. C'est une propagande qui est simplement faite, mais que
dont l'Ukraine n'a aucune chance de gagner cette guerre et que la Russie est en train de simplement dérouler petit à petit les objectifs qu'elle s'était assignés, parfois avec des contrariétés, mais elle est clairement en train et qu'il est impossible de penser, comme aujourd'hui on nous le dit, que l'Ukraine va récupérer le Donbass et récupérer la Crimée, parce que c'est ça l'objectif aujourd'hui. Qu'est-ce que toi tu en penses? Mais je pense qu'il y a, et c'est vrai qu'il y a une propagande extraordinaire hein, dans cette histoire d'Ukraine. C'est du jamais vu et même ça saute tellement aux yeux que et puis les gens n'ont même plus froid aux yeux pour désinformer et faire de la propagande. Une chose est certaine, d'abord, et ça c'est acté, plus de 20% du territoire ukrainien est aux mains des Russes. Ça, tout le monde le reconnaît, 20%. Deuxième chose, euh, l'armée ukrainienne n'existe plus. L'armée ukrainienne qui existait en 2000, au début de la Au guerre, début du n'existe conflit, plus. ouais. Au début du conflit, a été totalement décimée. Depuis l'été, l'Ukraine a procédé à un rappel des réservistes et même de la population, des hommes en âge de faire la guerre. On semble l'oublier. Ils ont voulu mobiliser plus d'1 million de personnes aujourd'hui. L'Ukraine, malheureusement ou heureusement, c'est selon, euh, est tombée dans le jeu occidentale, si l'on veut, parce que les dirigeants ukrainiens font la guerre sur les réseaux sociaux quand leurs hommes meurent sur le terrain. Cela ne veut pas dire que les Russes ne perdent pas des hommes, ils perdent des hommes aussi. Mais il y a une chose, il y a aussi une réalité qu'il faut intégrer à l'appréciation du conflit pour comprendre la progression lente de la Russie. C'est le fait que, et on l'a dit au début de l'émission, les Ukrainiens et les Russes, ce sont des frères, premièrement. Deuxièmement, dans le Donbass, ce sont des russophones qui ont de la famille aussi dans d'autres coins de l'Ukraine. Ça veut dire que quand les Russes interviennent en Ukraine, d'abord, les Russes n'interviennent pas tout seuls parce ils soutiennent les séparatistes ukrainiens qui sont là, qui sont des Ukrainiens qui se battent contre le régime de Kiev. Je dois rappeler aussi un autre élément important parce que ça permet de comprendre aussi le déroulement de la guerre. En 2014, après le coup d'État de Maïdan, c'est à ce moment-là qu'il y a eu des séparatistes pro-russes qui ont dit non, non, on est contre le gouvernement de Kiev. Mais on oublie qu'une partie de l'armée ukrainienne a déserté, en tout cas, les russophones de l'armée ont déserté pour constituer ce qui va devenir l'armée séparatiste. Donc, quand les Russes interviennent, ils soutiennent des Ukrainiens qui se battent contre d'autres Ukrainiens. Mais ils ne peuvent pas, les Russes sont réputés être des très grands artilleurs. Quand ils arrivent quelque part, ils balaient la ville. Si vous voulez, pour ceux qui veulent avoir une idée de ce que font les Russes, allez regarder les images de Grozny pendant la guerre de Tchétchénie. Vous allez comprendre comment les Russes procèdent. Et c'est ce qu'ils ont aussi appris aux Angolais, qui sont des grands artilleurs aussi. C'est-à-dire, quand ils arrivent quelque part, ils nettoient la zone. Mais dans le cas de l'Ukraine, Oui. c'est différent. Pourquoi? Parce que vous vous battez dans un écosystème où se trouvent vos propres frères et sœurs. Donc, vous ne pouvez pas nettoyer ça comme vous le ferez si vous étiez face à une armée ennemie. Ce qui fait que les Russes avançaient lentement et en Occident, au lieu de faire une analyse clair de la situation, on a versé dans la propagande et ça se comprend. Pourquoi? Parce que la guerre en Ukraine, c'est une guerre entre deux modèles, entre d'un côté l'Occident et de l'autre la Russie, avec l'Ukraine comme élément essentiel du dispositif, c'est-à-dire du conflit. L'Ukraine est un détail dans ce conflit-là. L'Ukraine c'est un terrain de jeu, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Mais pour les Russes et les Occidentaux, n'ont pas la même appréciation de la situation sur le terrain. Pourquoi? Parce que les Russes ont leurs frères et leurs sœurs là-bas et leurs cousins, les Occidentaux n'en ont pas. Donc quand les Russes avancent, ils avancent, ils font beaucoup plus attention. Maintenant, sur le plan tactique et stratégique, ce que l'on a observé aussi, c'est qu'on a observé, moi en tout cas, j'ai été très impressionné par la stratégie russe de diversion. Je vous donne l'exemple de la prise de Kiev, qui a fait l'objet, qui fait encore l'objet de beaucoup de supputations en Occident. On dit que la Russie a perdu, la Russie voulait s'emparer de Kiev, elle a échoué, il y a eu la contre-offensive, mais en réalité, il n'y a jamais eu de combat à Kiev, premièrement. Et deuxièmement, les Russes se sont positionnés à 60 km de Kiev. Ils ont fait de la fixation, de la diversion. Et pour comprendre la stratégie russe, il faut beaucoup lire sur ce qu'on appelle l'art opératif russe. Parce que l'art opératif, c'est une conception de la guerre qui n'a rien à voir avec la conception occidentale de la guerre. Et c'est la raison pour laquelle sur les plateaux de télé,
on voit des généraux à la retraite, des gens qui viennent raconter leur vie. Bon, je me pose la question sur l'expertise de ces gens-là. Est-ce l'effet des médias qui fait que bon, ils disent n'importe quoi pour plaire à ces médias-là, ou vraiment parce qu'ils le pensent? Parce que moi, je suis choqué quand j'entends, par exemple, un général dire, répéter comme des journalistes. Les journalistes, je peux comprendre, c'est un peu paresseux intellectuellement, mais pour les généraux et les experts qui disent que oui, mais l'Ukraine a reconquis la ville de Kherson. On sait que non, les Russes sont sortis de Kherson, il y a eu une retraite, il n'y a jamais eu de combat. C'est Tout à eux fait. qui ont quitté Kherson, il n'y a jamais eu de conquête ou de reconquête. Ils sont venus occuper une ville qui a été désertée par les occupants qui étaient là auparavant. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Le problème ici est que l'Occident veut interpréter, analyser le conflit ukrainien au regard de ses propres préjugés et non en prenant en compte ou en regardant le conflit avec les yeux des Russes. Et c'est ce qui fait que les Russes sont en train de faire des gains et l'Occident est de plus en plus surpris. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que la Russie est en train de perdre la guerre. Ce serait stupide de le dire. Et de toute façon, la Russie va atteindre ses objectifs. Et ce n'est pas Patrick Mbeko qui le dit. Il faut écouter les généraux américains parce qu'il y a aussi une différence de couverture médiatique entre les médias anglo-saxons et les médias francophones européens. Il y a une très, très grande différence. Aux États-Unis, il y a des gens qui disent très clairement que c'est fini pour l'Ukraine. Le Donbass, l'Ukraine peut l'oublier. Qui a dit ça? C'est le grand patron de l'armée américaine, le général Milley, qui l'a dit il n'y a pas longtemps, il y a 1 ou 2 mois. Il a embarrassé en passage de la Maison-Blanche. Quand on a parlé des morts ukrainiens, on a dit oui, mais les Russes ont perdu 50 000 personnes, les Ukrainiens 13 000. Mais le général Milley a dit clairement que les Ukrainiens ont perdu plus de 100 000 hommes. Il y a eu des morts et des blessés, plus de 100 000 hommes. Or, quand ils le disent, on sait qu'ils vont minorer pour ne pas aggraver la situation, premièrement. Et deuxièmement, étant en conflit, dans le cadre de la propagande, il faut diaboliser, démoniser l'ennemi et montrer que l'ennemi n'est pas si performant que ça. Tout à fait. Et en fait, il faut le ridiculiser. Ça fait partie de la guerre, ça fait partie de la propagande de guerre qui est un élément essentiel de la stratégie en temps de guerre. Mais la Il y a réalité du terrain est que les Ukrainiens sont en train de mordre la poussière. Jacques Beau, je ne sais pas si tu vois qui c'est Oui, je vois qui c'est. voilà. Oui. Jacques Beau, j'ai suivi une interview dans laquelle il disait que les pertes ukrainiennes sont tellement nombreuses que si on les communiquait, les opinions publiques occidentales demanderaient d'arrêter tout de suite le massacre. Mais c'est d'une évidence. C'est d'une évidence. Écoutez, parfois, quand les médias occidentaux ne se rendent pas, surtout français, hein, parce que les médias français, ça fait vraiment pitié, mais ils ne se rendent même pas compte de l'absurdité de ce qu'ils disent parfois. Je donne un exemple. Hier, je suis un média français et puis, on ne va pas citer le nom, ils expliquent, ils disent, les Russes ont bombardé les infrastructures critiques énergétiques ukrainiennes, mais les Ukrainiens à Kiev ont intercepté tous les missiles. Et en même temps, on vous dit que 40% de Kiev est dans le noir. Ouais. Donc, vous voyez, les gens ont perdu le sens de la réalité. Le contact réel n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'ils veulent tellement voir l'Ukraine gagner pour dire que les Russes ne valent rien, qu'ils disent n'importe quoi. Et moi, j'ai entendu David Poujadas dire très clairement à la télé, nous voulons que l'Ukraine gagne. Nous voulons ça, mais le fait est qu'ils perdent des hommes. Et ça, c'était au niveau de Mariupol. Pendant 2 mois, on nous a dit que Mariupol résistait alors que les gars étaient coincés dans une usine, ils ne savaient plus à quel temps se vouer, et puis au final, ils sont sortis. Et au moment où on se parle, Mariupol est en train d'être reconstruite, la ville de Mariupol. C'est-à-dire qu'il y a ce qui se passe dans les médias, sur les réseaux sociaux, et ce qui se passe sur le terrain. Et moi, j'ai vraiment pitié des Ukrainiens parce qu'ils ont un président qui est un ancien comique et qui fait de la comédie dans une affaire qui engage l'avenir de son pays. Parce que, et je vous dis, ça va se régler à la table des négociations entre les États-Unis et la Russie. Oui, L'Ukraine, parce que c'est ça il qui va se dit passer. aujourd'hui, au début, il voulait négocier. Ce sont les Américains qui lui ont dit Très de ne pas clairement, négocier. surtout les Britanniques, exactement, parce que je vous ai dit que cette guerre-là, c'est une guerre de grande puissance par Ukraine interposée. Quand les Russes interviennent en Ukraine, ce n'est pas pour écraser les Ukrainiens, c'est pour repousser l'OTAN. Quand l'OTAN intervient en Ukraine, ce n'est pas pour la démocratie en Ukraine, puisque l'Ukraine est un pays qui était loin d'être démocratique, qui était foncièrement corrompu. Donc, quand l'OTAN intervient en Ukraine, c'est pour vaincre la Russie. Donc, c'est deux grandes puissances qui se battent par Ukraine interposée, d'où le remodelage du système international auquel nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Alors,
On va revenir sur le conflit en lui-même, hein, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Mais faisons donc une parenthèse, ou plutôt prenons un autre axe par rapport à l'Afrique. Au début de ce conflit, on était surpris, je pense, en tout cas beaucoup d'observateurs, par la défiance des pays africains qui n'ont pas suivi moutonnement leurs maîtres occidentaux aux Nations Unies. Est-ce que toi, ça t'avait surpris, le premier vote, dans lequel pratiquement la moitié des pays africains s'étaient soit abstenus, soit été contre une Eh sanction bien, contre la Russie? de manière globale, je n'ai pas vraiment été surpris. Par contre, la position de certains pays particulièrement m'a surpris. Quand je vois un pays comme le Sénégal s'abstenir, je me dis, ah, il y a quelque chose. Et d'où, d'ailleurs, ce que nous avons dit dans l'émission passée sur la France-Afrique, quand on analyse ce genre de questions, il faut vraiment avoir une certaine distance parce qu'il y a beaucoup de dynamiques qui permettent de comprendre certaines décisions et certaines postures. Et donc, quand la décision du Sénégal m'a surpris, mais la position de l'Afrique reflétait aussi un certain ras-le-bol. Et quand vous regardez les pays qui ont voté pour la première résolution, vous vous rendez compte que pour certains, ils ont des liens étroits avec l'Occident, mais pas seulement. Il y a eu ici des pressions. Il y a eu beaucoup de pressions. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder la résolution en question. Parce que dans les médias occidentaux, on nous a dit que la résolution condamne la Russie. Non, la résolution ne condamnait pas la Russie, ça condamnait la guerre. Il y a des pays qui ont fait pression, il y a des pays pour voter la résolution ont fait pression pour que les termes de la résolution changent. En fait, c'est une résolution qui était assez générale, assez générique, où l'on condamne l'invasion d'un pays au regard du droit international. En tout cas, le genre de discours creux qui ne veut rien dire, mais qui envoyait un message. Parce que la position des pays africains était un message au monde occidental pour dire qu'attention, le monde n'est pas avec vous et votre conception de la guerre n'est pas nécessairement celle des autres pays. Qu'est-ce qui a donc justifié que cette position évolue légèrement? Parce qu'au fil des votes, on a l'impression quand même que les uns et les autres ne sont pas restés inflexibles. Alors, l'Afrique du Sud, il y a des pays africains qui sont restés dans la même logique, hein. Bon, après, peut-être que c'est à cause des BRICS, mais l'Afrique du Sud est toujours, en tout cas, n'est pas du côté occidental dans les votes. Et d'autres positions africaines se sont un tout petit peu diluées. Et comment tu expliques donc cette évolution? Ce sont des pressions en interne? Parce qu'on a même entendu, ça m'avait un peu choqué, des dirigeants européens, toujours dans la condescendance, dire que non, mais pour qui se prennent ces Africains pour ne pas, Exactement. pour ne pas voter, pour voter contre. Et d'autres même qui disaient ils vont être sanctionnés. Oui, mais le problème, c'est ça, c'est la mentalité coloniale. Le grand problème de l'Occident, c'est la mentalité coloniale. Et moi, je dis souvent à mes amis et collègues canadiens, il faut faire très attention parce que cette mentalité-là va desservir l'Occident et même un pays comme le Canada, en Afrique et ailleurs. Pourquoi est-ce qu'il y a eu un changement de... En fait, il n'y a pas eu de changement de position. Il y a la position des États africains et puis il y a la position de l'Union africaine qui représente les États africains. L'Union africaine a adopté une position de neutralité et de non-alignement. Oui. Elle l'a dit et répété. C'est la position de beaucoup de pays africains, à quelques exceptions et quelques nuances près. Alors, les Africains, les pays ont voté aussi en fonction de la nature de la résolution qui leur était présentée. Et ça, les médias ne le disent pas toujours parce qu'on vous montre une résolution, on vous dit, ben voilà, les pays sont pour. Non, il faut regarder la résolution dans les détails. Parfois, les pays vont soutenir une résolution parce que la résolution défend les principes de droit international. Point barre. Même si on parle de l'Ukraine et de la Russie, mais il y a un principe de droit international que les gens vont défendre. Et puis après, ils vont se positionner aussi quand la résolution est très claire sur son côté politique, politiquement orienté. C'est ce qui fait que, dans certains cas, les pays africains se sont abstenus. D'autres, d'ailleurs, n'ont même pas envoyé de délégués. Le cas du Maroc, le Maroc l'a fait à plusieurs reprises, puisque or, le Maroc est un allié de l'Occident, est un allié important de l'Occident. Mais le Maroc n'a pas voulu se prononcer sur cette question-là. Donc, il y a eu un positionnement en fonction des enjeux, en fonction des alliances, en fonction de la position de l'Union africaine, donc du continent, et en fonction aussi des intérêts particuliers des États. Donc, c'est ça qui permet de comprendre un peu cette différence de position, de positionnement par rapport aux enjeux du moment présentés dans les résolutions du Conseil de sécurité. Mais de manière globale, quand on analyse la position de l'Afrique, on se rend bien compte que l'Afrique est restée assez distante du conflit. Et pour plusieurs raisons.
Parce qu'il y a des pays qui sont directement liés économiquement à la Russie ou à l'Ukraine pour des questions pour le blé, pour ce genre d'enjeux. Donc, on ne va pas rentrer comme ça, soutenir une guerre qui nous est lointaine et dans laquelle nous ne sommes pas directement impliqués. Et encore, soutenir une guerre qui est parrainée par des gens qui affichent une certaine condescendance à l'égard de l'Afrique, parce qu'on n'a pas seulement reproché aux Africains d'avoir voté en âme et conscience, on s'est montré, on a aussi adopté une position assez, un racisme décomplexé à l'égard des étudiants africains, des ressortissants africains qui étaient en Ukraine, qui étaient dans la région. On a vu des pays dire que, oui, mais les réfugiés ukrainiens ont des yeux bleus, ils sont comme nous, donc comme les blancs, ils sont blancs, ils ne sont pas africains. Tout ça a eu un retentissement au niveau du continent et les chefs d'État africains ne sont plus insensibles à la position de leurs opinions publiques dans un monde de plus en plus globalisé. Effectivement, donc il y a eu pas mal d'éléments et c'est bien de les rappeler. Au début de ce conflit, on a quand même aussi eu le sentiment que pour beaucoup d'Africains, c'était quelque chose de très lointain. C'était quelque chose qui ne nous concernait pas. Et au fur et à mesure, les gens ont commencé à se rendre compte que, mais en fait, non, le prix du pain augmente, on a des soucis au niveau du carburant, ainsi de suite. Comment tu analyses ça? Oui, mais parce que nous avons tendance à... Vous savez, nous sommes dans un monde où nous avons tellement de problèmes en Afrique, on se dit, bon, ben, ça se passe pas, ça se passe loin de chez nous, ça ne peut pas nous impacter. Le problème, c'est que dans un monde globalisé, dans un monde mondialisé, un problème qui survient à 15, à 16 000, à 20 000 kilomètres peut facilement nous impacter compte tenu de l'interconnexion aujourd'hui du monde aujourd'hui et des enjeux aussi. Les Africains ont vite compris qu'ils allaient être les dindons de la farce quand les Occidentaux ont commencé à dégainer les sanctions. Mais personne ne s'attendait à ces répercussions parce que ce sont les répercussions des sanctions sur l'économie mondiale qui a réveillé tout le monde, y compris les Occidentaux eux-mêmes, qui pensaient qu'il suffisait d'imposer des sanctions pour que la Russie s'effondre totalement. Or, non seulement la Russie ne s'est pas effondrée, mais les conséquences ont été aussi désastreuses, tant pour les Occidentaux et surtout les Européens eux-mêmes, que pour le reste du monde, dans le continent africain, dans certains pays, dépendent des ressources provenant de la Russie. Et donc, c'est ça qui a arrivé les gens, il a fait comprendre aux gens que ce conflit-là pouvait nous impacter très sérieusement. Et on a vu le voyage du président Macky Sall et de M. Mahamat, le, 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 président de la Commission de l'Union africaine, en Russie à l'époque. C'était en été, je pense. Et ils sont allés plaider pour le relâchement Est-ce que des, ça servait à quelque chose? Ça a servi à quelque chose? Oui, il fallait le faire. Moi, j'ai apprécié la position du président Macky Sall sur la question quand on lui a demandé, parce que les Occidentaux sont dans une position manichéenne. Eux, ils sont du bon côté de l'histoire, les autres sont des salauds, ils sont du mauvais côté de l'histoire. Et là, on avait une position assez mesurée, même si on connaît les penchants du président Macky Sall. On n'est pas, je ne suis pas dupe non plus pour connaître le penchant du président Macky Sall. Il n'en reste pas moins que le président Macky Sall, en tant que président en exercice de l'Union africaine, a compris qu'il était dans son intérêt de montrer que l'Afrique était présente aussi dans les discussions concernant ces enjeux-là. Et d'ailleurs, depuis, on voit tout le monde faire maintenant les yeux doux au continent africain parce qu'on se rend compte qu'il y a des questions qui vont se traiter sur la scène internationale et qui vont demander aussi, qui vont exiger un point de vue africain. Ces Africains disent non. Mais comment vous allez... La preuve en est que les sanctions ne marchent pas. Pourquoi? Parce qu'elles ont été décidées par un Occident arrogant qui les applique tout seul avec des conséquences désastreuses pour lui-même aussi. Et donc, on veut maintenant courtiser les Africains parce que même au niveau du Conseil de sécurité, vous savez, ces votes-là, même au niveau de l'ONU, la symbolique est importante en diplomatie. Elle est très importante. Voir 140 États qui votent avec l'Occident sur une résolution contre la Russie, ça fait toujours du bien et ça montre à l'opinion mondiale que voilà, ce que nous faisons, nous occidentaux, est bien. Mais quand vous avez des pays importants qui ne votent pas avec vous, ça pose des questions. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de débats. Il y a beaucoup de débats aujourd'hui en Occident sur la position du continent et même de l'Asie, parce qu'on bon, on parle de l'Afrique aussi, mais aussi la position de la Chine et de l'Asie. Les autres se sont posés des questions sur la position de la Chine en Occident. Moi, j'ai participé à une réunion des scientifiques, c'était sur la question de l'impact de l'impact de la guerre en Afrique, où on parlait justement du positionnement africain. J'ai dû corriger beaucoup de choses qui ont été dites là-bas sur la position du continent africain, sur la question ukrainienne.
Donc, c'est dire à quel point, pour mon point de vue, ce déplacement du président Macky Sall était essentiel dans la conjoncture actuelle, en tout cas. Alors, toujours dans le même ordre d'idées, deux questions, parce que du coup, tu choisiras l'ordre dans lequel tu vas y répondre. D'un, les sanctions, on en a parlé rapidement. Pourquoi elles ne fonctionnent pas? Première chose. Et deuxièmement, là encore, on a eu pas mal de discours sur la Chine, un peu l'Inde aussi. Hum, Pourquoi la Chine ne soutient pas les résolutions contre la Russie? Alors, il faut préciser que dans les médias mainstream ici en Europe, on a dit pendant longtemps que la Chine ne soutenait pas, ou du moins, alors, on n'a jamais vraiment dit ça comme ça. On a souvent eu une position un peu, la Chine joue un jeu trouble. Personne ne sait Ouais, ce que veut la Chine. ouais, Elle ne soutient pas la Russie, mais elle ne condamne pas la Russie. À certains moments, quand la Chine a posé des actes assez clairs, il a été manifeste que, en fait, la Chine soutient la Russie. Et puis maintenant, depuis quelques semaines, on entend un discours totalement différent dans lequel on dit la Chine a lâché la Russie. Et pourtant, ouais, cette semaine, je vois que les deux pays sont en train de faire des exercices en mer de Chine. ouais. Euh, la Chine a Hier lâché la même. Russie hier, voilà, hier, je me suis dit récemment, mais hier. Qu'est-ce qui se passe au final? Donc, deux questions en une. Déjà, pourquoi les sanctions ne fonctionnent pas? Et puis, la Chine, La première question, pourquoi les sanctions ne fonctionnent pas? Simplement parce que l'Occident a mal évalué ce qu'est devenu la Russie aujourd'hui, ce que vaut et pèse la Russie aujourd'hui sur l'échiquier on mondial. nous a dit que c'est un petit pays. Ben, justement, vous savez, c'est la raison pour laquelle l'Occident est en train de se mordre les doigts parce que la première chose, ça fait partie de la condescendance naturelle. Quand vous êtes condescendant, parfois, il y a comme une rupture, en fait, une coupure avec le réel. On n'a pas évalué la Russie pour ce qu'elle est véritablement, mais pour ce que les Occidentaux ont voulu voir en elle. C'est différent. Et c'est la même chose que l'Occident fait dans l'appréciation de la guerre en Russie. Juste une parenthèse, moi, ce qui m'inquiète dans cette guerre-là, justement, c'est ça. Ce n'est pas la folie des gens. C'est le fait que il y a une forme de condescendance, une forme de coupure avec les réels qui peut emmener les gens à poser des actes qui vont nous coûter tout cher sur cette terre des hommes. C'est ça mon problème aujourd'hui. Alors, pour revenir aux sanctions, on a pensé que la Russie pouvait s'effondrer en imposant toute une série de questions. On n'a pas tiré les leçons de 2014. 2014. On n'a pas tiré les leçons de 2014. Quand on vit dans la condescendance, l'Occident en réalité vit dans une bulle. Ce que la guerre en Ukraine nous a révélé, c'est que l'Occident vit dans une bulle, incapable de comprendre le monde et incapable de voir le monde tel que les autres le voient. Ce qui fait que quand ils ont imposé des sanctions, ils se sont dit, bah, de toute façon, nos entreprises sont en Russie. Si elles quittent la Russie, l'économie va s'effondrer. On va imposer des embargos sur telle chose. Ils ont oublié que les fondements de l'économie occidentale aujourd'hui restent en partie particulièrement fictifs. L'économie financiarisée de l'Occident aujourd'hui repose pas sur le réel, une partie de réel, une partie de fictif là-dedans. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. On est dans une forme d'économie financiarisée. On est dans une économie, les États-Unis, juste pour boucler leur fin de mois, je caricature à peine, ils doivent augmenter le plafond de la dette. Il y a des débats fous au Congrès américain pour augmenter chaque année le plafond de la dette. En face, nous avons un pays qui a une gestion économique rigoureuse de son économie, la Russie. Et donc, euh, et puis, c'est un pays qui est riche en ressources naturelles. Mais pourquoi c'est tant sous-évalué alors? Pourquoi on nous dit que... Parce que, Mais, alors, depuis qu'il y a cette crise, moi juste, oui. j'ai des économistes alors, du coup, tu es obligé de te renseigner, de lire, et j'ai suivi des choses qui étaient enfin, très surprenantes concernant l'économie de la Russie, dans lesquelles on disait qu'en fait, la vraie valeur de l'économie de la Russie est extrêmement sous-estimée par les indicateurs Ah oui? économiques mondiaux, et qu'en fait, ce n'est pas un pays qui est plus faible que la France, ou alors, Pas du tout, mais pas du pas tout. du tout, pas du tout, pas du tout. Mais c'est ça le problème. Vous savez, c'est le problème de la condescendance aussi. Et puis aussi vous savez, l'Occident, pendant près de 5 siècles, a imposé ses vues au reste du monde. Et au fil des ans, l'Occident se coupait du monde tout en faisant partie du monde. Il ne comprend pas le monde. Comme tu l'as dit, on n'a pas compris la position des Africains, on n'a pas cherché à le comprendre. On les a jugés quand les Africains votaient. On a dit, mais comment ils se prennent pour qui ces nègres-là, à la limite? Comment est-ce qu'ils peuvent voter contre une résolution que nous avons déposée? C'est-à-dire, on n'a pas cherché à comprendre, mais pourquoi ces gens, en fait, se sont distancés de la guerre? Pourquoi le monde entier s'est distancé de la guerre? Se distance de la position occidentale?
Et pourquoi le monde entier se rapproche de la Russie? Parce que ça, c'est ce qu'on ne dit pas. Les pays sont en train de taper à la porte des BRICS, l'Argentine, l'Arabie Saoudite, tout ça. On ne s'est pas posé la question de savoir pourquoi. Alors, quand on regarde la Russie comment? On dit oui, mais parce qu'on aime les chiffres. Hein. Et vous savez, quand on est scientifique, on est un peu comme un pasteur dans une église africaine. On peut faire dire aux chiffres ce qu'on veut, comme on peut faire dire à la parole de Dieu, entre guillemets, ce qu'on veut. Donc, on regarde la Russie avec condescendance, on fait des analyses sur l'économie russe qui n'ont rien à voir avec la réalité, parce qu'on veut aussi conforter son propre préjugé. La Russie reste une petite économie, nous sommes au-dessus. On ne peut pas comparer la Russie à la France d'une certaine manière aujourd'hui, parce que ce que la Russie supporte comme effet des sanctions, la France ne pourra pas le supporter. Il faut dire les choses telles quelles. La Russie a supporté. Alors, on a sous-estimé l'économie russe, on a sous-estimé la force de l'économie russe et de la Russie même, politique. Et donc, par conséquent, on a été surpris par les conséquences des sanctions parce que les sanctions provoquaient la montée en flèche des prix, la montée des cours sur le marché mondial, à commencer par le cours de l'énergie, parce que la Russie est un acteur important. Et du coup, on s'est rendu compte qu'on s'est tiré une balle dans le pied, comme l'a dit Orban, qui a dit non. Au début, je pensais que nous sommes tirés une balle dans le pied, mais là, je me suis rendu compte que nous sommes tirés une balle dans le poumon. Et pendant qu'on impose des sanctions aux Russes, parce qu'il faut toujours aller lire les sanctions, hein, lire les clauses, lire comment tout c'est articulé, comment c'est écrit, vous vous rendez compte que l'Occident ne va pas sanctionner des secteurs qui le touchent directement. Malgré ça, il a quand même été touché d'une certaine manière. Donc, en fait, les sanctions n'ont pas marché parce qu'il y a eu une mauvaise appréciation de la réalité russe par les Occidentaux. Et cette mauvaise appréciation résulte de la condescendance naturelle des Occidentaux à l'égard des autres peuples. Et donc, quand vous évaluez mal une situation, ça revient un peu à ce que j'ai dit dans l'émission précédente. La manière dont tu poses le problème va déterminer la manière dont tu chercheras à le régler. Alors, quand tu poses mal le problème, quand ton diagnostic de la réalité russe est problématique, tes sanctions seront tout autant problématiques parce qu'en fait, l'évaluation a été mal faite, le diagnostic a été mal fait. Ça, c'est Mais, pour la première question. oui, juste pour rester là-dessus, parce qu'on va revenir sur la Chine, Oui. mais d'où vient-il quand même que, parce que on dirait que la Russie est inépuisable. On nous avait dit que c'était l'Europe qui finançait la guerre au travers du gaz. Oui. Il n'y a plus de livraison de Mais, gaz. oui, mais le problème, c'est que la Russie n'a pas besoin de livrer beaucoup de gaz pour se faire de l'argent. Si je livrais, je donne un exemple, euh, je te livre 10 kilos d'aliments pour 1 000 $. Tu décides d'imposer un embargo à ces aliments que je te livre. Les cours de ces aliments augmentent. Ben, je vais te livrer 3 kilos de ces mêmes aliments pour 3 000 $ puisque le cours a augmenté. Qui est stupide là-dedans? C'est vrai que la Russie est touchée par les sanctions. On ne peut pas dire que les sanctions ne touchent pas la Russie. La Russie est touchée par les sanctions. Ce sont les effets attendus des sanctions qu'on n'observe pas parce qu'en fait, ces effets-là n'ont justement peu. Il n'y a pas eu d'effet dévastateur simplement parce que la Russie s'y était préparée aussi et parce que l'Occident a mal apprécié la situation. Et d'ailleurs, certains pays sont en train de lever les sanctions en sourdine. Ça aussi, on ne le dit pas. Il y a des, il y a des clauses liées aux sanctions qui sont de plus en plus levées sans faire beaucoup de bruit. On est dans la posture parce que la posture est aussi un élément de la diplomatie. Il faut montrer au reste du monde qu'on est déterminé, même si en sous-main, on commence à discuter, on essaie de prendre des arrangements avec la Russie ou avec les pays qui refusent d'appliquer totalement les sanctions. Parce qu'il y a cet aspect, ça, il y a cet aspect des choses aussi. Ce ne sont pas tous les pays européens qui appliquent les sanctions de la même manière. Mais pourquoi cet entêtement alors que justement, dès les premières sanctions de cette nouvelle vague-là, on a bien vu que la Russie les encaissait quand même bien. On a eu les entreprises américaines qui ont décidé de partir. Il y avait même eu de grands débats à la télévision dans lesquels on disait que des entreprises françaises devaient quitter la Russie. Je me suis demandé, comment on peut en arriver à raisonner comme ça? C'est-à-dire, la France a des grosses entreprises en Russie, Mais, qui a des centaines de milliers bon, d'emplois et il faut les fermer du jour au lendemain parce que je veux dire quelque chose qui va te choquer et qui va peut-être choquer, qui va surprendre beaucoup d'Africains. Les Américains sont beaucoup plus malins que les Européens dans l'application des sanctions. Les Européens sont les plus zélés parce que vous avez une Union européenne qui est composée de 27 pays. Vous avez les pays baltes qui sont très entreprenants.
certains pays comme la France, l'Allemagne et d'autres étaient beaucoup plus Réservé. euh, réservés, mais ils sont obligés de le faire pour suivre la tendance. L'Allemagne s'est suicidée en direct devant le monde Ben entier. oui. Mais pourquoi? Ça, c'est le poids de l'idéologie. Quand l'idéologie prend le dessus sur la raison, on ne voit, on a pu, il y a comme une coupure drastique avec le réel. C'est le poids de l'idéologie. C'est le poids de l'idéologie de la condescendance dont j'ai parlé. La mentalité néocoloniale. Il faut montrer au reste du monde que ce que nous faisons est bien, même si nous sommes en train de nous tuer. Les anglo-saxons ne sont pas si suicidaires. Sur le pétrole, allez lire, allez voir la position des États-Unis. Les Américains sont beaucoup plus malins. Ils envoient les Européens à l'abattoir. Eux restent derrière. D'abord, la guerre ne se déroule pas chez eux, c'est en Europe, premièrement. Et deuxièmement, si l'Europe est aujourd'hui affaiblie, ça ne pourra que faire l'affaire des États-Unis qui va continuer à régenter le fonctionnement de l'Europe. Troisièmement, cette guerre a permis aux États-Unis de mieux contrôler, de revivifier l'OTAN. Pas l'OTAN telle que perçue par les Européens, mais telle que perçue par les États-Unis qui contrôlent tous ces pays-là. L'OTAN, ce sont les États-Unis qui font des guerres et les Européens qui payent une partie de la facture. C'est ça l'OTAN. Et donc, les, 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 les sanctions ne sont pas appliquées de la même manière. Quand on dit oui, mais les Occidentaux appliquent les sanctions, attention, les pays appliquent les sanctions en fonction de leurs intérêts, sauf les Européens et les Français. Et chez les Français, c'est encore terrible parce que les Français ont cette extraordinaire capacité à détruire, à travailler contre leurs propres intérêts. Et quand je vois la position de la France dans le dossier ukrainien, je comprends pourquoi De Gaulle est allé chercher de l'aide en Afrique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un manque de clairvoyance politique et géopolitique à la tête de l'État français aujourd'hui. Et ça permet de comprendre la position de la France dans les dossiers du continent africain. Parce que vous avez des gens qui n'ont aucune... Écoutez, la diplomatie française aujourd'hui n'a aucune lisibilité, que ce soit en Afrique ou dans le reste du monde. Soit on suit les Américains, soit on fait semblant de se positionner, de se montrer souverain, tout en suivant les Américains, soit à un moment donné, on essaie de parler aux Russes, à un moment donné, on fait de tout en même temps de Macron, quoi. Or, Macron ne comprend rien à la géopolitique mondiale. Il ne comprend rien. C'est dur de le dire. Quand moi je discute avec des amis français, ils me le disent. Nous sommes perdus, nous ne savons même plus où nous allons. Avant, la France avait une position. On se souvient de Villepin sur la guerre en Irak. Aujourd'hui, Paris n'a pas de position. Et ça permet de comprendre tout ce que nous observons. Scholz, Scholz en Allemagne, ce n'est pas Merkel. Le type, il est perdu. Le type, il est perdu. Et au moment où on se parle, il y a un phénomène qui est en train de se dérouler sous nos yeux dont on ne parle pas beaucoup. Ce sont les délocalisations des entreprises européennes vers les États-Unis ou vers l'Asie. Le coût d'énergie est tel qu'on fait comment? Les entreprises européennes ne seront pas compétitives sur la scène mondiale. Impossible. Alors on délocalise. Donc après cette guerre-là, l'Europe va se retrouver dans une situation intenable. Pas les États-Unis, parce que les Américains sont beaucoup plus malins. Et d'ailleurs, analysez toujours la position des dirigeants américains et russes. Vous allez comprendre qu'il y a des discussions à des très hauts niveaux. Mais quand vous regardez les Européens, eux, ils suivent. Ils sont dans une position de... Voilà, ce sont des valets. Ils suivent, ils en font beaucoup plus que le maître américain. Et c'est souvent comme ça dans la vie de tous les jours. Ceux qui imitent souvent mal. Donc, par rapport à la seconde question, pourquoi la Allons vers la Chine? Chine, oui. Mais ça, c'est parce que les Occidentaux ont tout Eux, par simplement... contre, c'est très lisible, hein, ce qu'ils font, les Chinois. C'est très clair. C'est très clair, encore faut-il les écouter, encore faut-il vraiment comprendre ce qu'ils disent. Oui. Le problème dans la position de la Chine, la couverture de la position chinoise dans les médias occidentaux, c'est que les Occidentaux refusent de voir le monde tel que les autres le voient. La Chine s'abstient au Conseil de sécurité. On voit les Pascal Boniface, tous ces gens-là passer, surtout les médias français, parce qu'ailleurs, on est un peu nuancé. Mais les médias français, c'est vraiment le triomphe voilà, des analyses à deux balles, excusez-moi l'expression. On voit des gens qui disent, oui, la Chine a toujours été contre les ingérences étrangères. C'est vrai. La doctrine de la politique étrangère de la Chine, c'est le respect de la souveraineté des États, pas d'ingérence étrangère. Sauf que quand les Chinois analysent la question ukrainienne, comment est-ce qu'ils l'analysent?
les Chinois ne voient pas, et j'avais écrit un petit papier sur ça, parce que je l'ai compris quand j'ai travaillé sur la question syrienne, sur la position de la Chine et de la Russie sur la question syrienne. Les Chinois, en analysant la question ukrainienne, russo-ukrainienne, les Chinois ne considèrent pas l'intervention de la Russie en Ukraine comme une ingérence étrangère, mais bien comme une réponse à une ingérence des États-Unis à la question russe à travers l'Ukraine. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Pourquoi? Parce que les Chinois, dans leur histoire, ont eu à faire face aux invasions étrangères, à la domination occidentale et japonaise. C'est resté dans la tête des Chinois. Ça a marqué profondément les Chinois et c'est ce qui explique d'ailleurs leur doctrine diplomatique en politique étrangère qui consiste à militer pour la souveraineté des États et la non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Alors, quand la Chine regarde ce qui se passe en Ukraine, qu'est-ce qu'elle voit, les dirigeants du Parti communiste? Ils voient une Russie qui est menacée par une OTAN qui utilise l'Ukraine comme poste avancé pour déstabiliser la Russie. À partir de ce moment-là, la réponse de la Russie sur cette menace-là, à cette menace-là, pardon, n'est pas une ingérence, mais une réponse à une ingérence dans les affaires intérieures de la Russie, à une tentative de déstabilisation de la Russie par l'Ukraine, par Ukraine interposée. Et c'est ça que les responsables occidentaux, les universitaires et les journalistes ont refusé de voir. Mais Alors, on veut. et pourtant les Chinois, les diplomates chinois ne cessent de dire ça. Oui, mais, J'ai vu une émission, oui, mais on a interviewé ils le l'ambassadeur disent. de Chine en France et il a clairement dit ça. Mais il faut les écouter. Parce que tu peux me dire une chose et je refuse de comprendre ce que tu dis parce que j'ai des idées arrêtées. Et c'est le problème aujourd'hui de la diplomatie, en tout cas de la diplomatie entre guillemets occidentale, parce que l'Occident est quand même pluriel. Mais quand on analyse de manière globale, c'est le problème même des analystes occidentaux aujourd'hui qui ne comprennent pas que pour la Chine, parce que j'ai vu encore des gens qui ont dit aussi que oui, mais la Chine va profiter de la Russie, la Russie n'a pas le choix, elle va se retrouver à la remorque de la Chine. C'est pas vrai parce que la Chine n'a pas la même appréciation des relations que les Occidents ont. C'est-à-dire que les relations que la Chine entretient avec d'autres pays sont basées sur un paradigme totalement différent de celui de l'Occident. Or, l'Occident analyse les questions selon son propre paradigme, refuse de sortir de sa zone de confort intellectuel pour comprendre la position des autres États. Par conséquent, il pose des gestes sur le plan diplomatique et militaire qui se révèlent beaucoup plus problématiques parce qu'ils ont toujours des réponses auxquelles ils ne s'attendent pas nécessairement. On peut dire la même chose de la position de l'Inde. Les gens ont dit, mais l'Inde est une grande démocratie. Comment se fait-il que l'Inde soutienne ou s'abstient lors du vote au Conseil de sécurité? Mais pour l'Inde, c'est vous qui avez provoqué la Russie. Même s'ils ne le disent pas ouvertement, ils comprennent que ça fait des années que les Russes disent que l'OTAN ne doit pas s'avancer. Ça fait des années qu'on voit la guerre perdurer en Ukraine, dans le Donbass, sans que personne n'intervienne. Tout ça, le monde entier le sait. Maintenant, si vous vivez dans le déni de la réalité, en raison de votre propre arrogance ou condescendance, c'est votre problème. Mais vous allez être surpris. Aujourd'hui, il y a encore un autre élément qui rentre en ligne de compte. C'est les dirigeants. Là, je prends l'exemple de l'Arabie Saoudite. Tu n'as pas posé la question sur ça, mais tu vas comprendre. Celui qui est en Arabie Saoudite, Ben Salman, a une trentaine d'années. C'est un jeune. Il n'a pas le même rapport à l'Occident que son père ou ses parents avaient. C'est comme en Afrique. Les dirigeants qui sont là aujourd'hui, ce sont des jeunes. Ceux qui ont fait des coups d'État, ce sont des jeunes. Ils n'ont pas le même rapport à l'Occident ou à la France qu'avaient leurs parents ou leurs aïeux ou leurs aînés. Donc ça permet de comprendre aussi les choses. Vous ou toi, Philippe, je te tutoie, on se connaît. Philippe, tu n'as pas le même rapport aux Blancs que ton père ou ton grand-père aurait pu avoir à l'époque coloniale. Donc, ton comportement, tu as étudié avec eux, tu as vécu avec eux, tu les connais. Tu rentres aujourd'hui chez toi ou tu vis en Côte d'Ivoire, tu penses que quelqu'un quittera la France pour venir te donner des ordres là-bas parce que c'est un blanc? Non. Mais il peut donner des ordres à tes grands-parents. Oui. Et tes grands-parents, parce qu'il y avait un rapport, il y a un rapport qui s'est construit au regard de l'histoire et de la réalité du moment. Et aujourd'hui, les Occidentaux ont du mal à sortir de leur zone de confort intellectuel pour comprendre le monde et apprécier les situations telles qu'elles se présentent à eux et non telles qu'eux aimeraient le voir. Et parce qu'ils voudraient voir des choses selon leurs propres attentes,
ils posent des diagnostics et font des analyses qui n'ont plus rien à voir avec la réalité. Et on le voit sur la question des sanctions, on le voit aussi sur la question du positionnement de la Chine, de l'Inde et même des autres pays, y compris des pays comme l'Arabie saoudite qui sont réputés être les alliés traditionnels de l'Occident et plus particulièrement des États-Unis. Justement, je veux qu'on fasse un petit zoom sur ces deux-là avant de sortir. Le temps passe tellement vite. Il nous reste à peine une dizaine de minutes. L'Arabie Saoudite et l'Iran. Ben oui, L'Iran oui, mais, qui, de l'avis de tous les experts, est sur le point d'avoir l'arme nucléaire. oui, mais si on analyse froidement les choses, sans parti pris, vraiment de manière neutre, de manière impartiale, aujourd'hui, l'Iran, si l'Iran devient une puissance nucléaire, ce sera à cause des Occidentaux, particulièrement des États-Unis. Si la Corée du Nord a la bombe nucléaire, c'est à cause des États-Unis. Si la Russie de Poutine est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, c'est à cause des États-Unis. Si aujourd'hui les pays africains se rebellent contre la présence française, la politique, une certaine politique française, c'est à cause des dirigeants français. En fait, les dirigeants occidentaux ont contribué à façonner un monde qui va être de plus en plus hostile au modèle occidental. Parce qu'aujourd'hui, la guerre en Ukraine, les sanctions, tout ce que nous voyons, l'Occident se bat pour briser la Russie. La Russie se bat pour renverser l'ordre international de l'après 1945. D'où la différence d'approche. Pendant que les Occidentaux essaient de trouver des moyens pour affaiblir la Russie est en train de les tailler en pièces petit à petit et elle prend son temps. Résultat, le pétrole, le, 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 le pétrole va se vendre en roubles, en monnaie chinoise ou dans les monnaies locales. L'Inde le fait. Ils ont créé une situation dans laquelle aujourd'hui, l'Inde et la Chine sont devenus des grands consommateurs de produits russes. Bon, la Chine l'était, mais l'Inde, en quelques mois, l'Inde commande un volume extrêmement important de pétrole russe. Et le système mondial est en train de bouger. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit dans l'émission précédente que l'Afrique, les pays africains devaient saisir l'occasion pour se positionner. Et la preuve en est qu'ils sont de plus en plus courtisés aujourd'hui. Personne ne peut plus regarder l'Afrique avec condescendance. On a des sommets France. Avant, c'était sommet France-Afrique. C'était seulement ça. Aujourd'hui, nous avons des sommets France-Afrique. Amérique-Afrique, ça vient de finir là récemment, tout récemment. Turquie-Afrique. Japon-Afrique. Euh, Chine-Afrique. Russie-Afrique, Russie-Afrique. Et ça va continuer comme ça. Turquie Est-ce que, même, ouais, je crois. Ouais, ben oui, Turquie aussi, je l'ai dit. ouais, Est-ce que Turquie. les dirigeants africains vont saisir l'occasion de redéfinir les rapports qu'ils ont avec leurs partenaires étrangers, notamment occidentaux, même non occidentaux? Est-ce qu'ils comprennent la dynamique internationale d'aujourd'hui, la dynamique géopolitique de ce jour, d'aujourd'hui, pour se positionner correctement sur l'échiquier mondial et être aussi une force de proposition et d'attraction? Est-ce que tout ça, on pense à ça? Est-ce que nous nous positionnons, est-ce que l'Afrique se positionne seulement pour dire, oui, mais comme il y a beaucoup de clients ou comme j'ai beaucoup d'hommes qui m'aiment, je vois avec qui je veux sortir. Bon, si lui, je sors avec lui, ça ne marche pas, je sors avec un autre. Est-ce que Maman Afrique va faire ça ou elle va se proposer d'être aussi une force de proposition, de changement dans un monde de plus en plus globalisé qui a besoin de l'Afrique, qui a besoin d'une expertise africaine, qui a besoin pas seulement de ressources africaines, mais d'expertise africaine pour s'affirmer et pour avancer, pour évoluer, pour se développer? Ce sont des questions qui doivent se poser. Je ne pense pas que ces questions se posent aujourd'hui sur le continent. Nous en sommes encore à regarder Malheureusement, oui. comment déstabiliser le voisin, comment maintenir le pouvoir, comment rester au pouvoir longtemps, comment combattre la France-Afrique pour les uns, pour les autres. Mais des questions de fond sur l'avenir du continent ne sont pas encore posées, malheureusement. Mais ailleurs, ces questions sont posées. On le voit en Arabie Saoudite, on le voit en Turquie. Le cas de la Turquie est particulier. Hein. Oui, oui, oui. Membre Turquie de aussi. l'OTAN, Oui. allié de la Russie, partenaire commercial de l'Ukraine, en froid avec la Grèce, membre de l'Union européenne. Ami... Non, mais ça permet de comprendre le positionnement de ce pays parce qu'en réalité, Erdogan a compris. Il défend les intérêts de son pays sans égard de partenariat de quoi que ce soit. À partir du moment où les intérêts de son pays On nous avait priment, promis qu'il ne devait plus être au pouvoir, qu'il allait être il est destitué, toujours retiré. là et d'ailleurs on le courtise. Quand tu sais t'affirmer, quand tu as une vision de ta destinée, tu sais comment te comporter sur l'échiquier mondial d'aujourd'hui. En Afrique, il n'y en a pas.
Nous combattons la France, nous combattons les Occidentaux. Non, nous devons combattre nos insuffisances et notre incapacité à penser à notre avenir de manière rationnelle et pragmatique. C'est ça que nous devons combattre. Moi, je suis en croisade contre cette manière simpliste qu'ont les Africains ou certains Africains de voir le monde et de penser que le monde doit quelque chose aux Africains. Le monde ne doit rien aux Africains. Tout comme l'Afrique ne doit rien au monde. On se positionne en fonction de ses intérêts. C'est aussi simple que ça. Et la guerre en Ukraine est en train de nous donner une grande leçon de géopolitique à ce propos. Comment tu expliques, toi, parce que tu en as parlé deux, trois fois, mais comment tu expliques le retournement de veste spectaculaire de l'Arabie Saoudite par rapport aux États-Unis? C'était pas imaginable. Non, l'Arabie saoudite n'a pas retourné sa veste. Elle s'est juste montrée cohérente en fonction de ses intérêts. Elle reste un allié des États-Unis. Je vous rappelle que l'Arabie saoudite continue de faire la guerre au Yémen là, contre les rebelles Houthis avec le soutien des États-Unis et des autres pays occidentaux. La seule chose, c'est que les dirigeants saoudiens actuels, Ben Salman et sa bande, eux ont compris que dans un monde tourmenté, en ébullition, devenu multipolaire, on ne se positionne plus, on ne laisse plus son cœur à un seul homme. On diversifie les partenaires. On ne laisse plus sa vie à un seul partenaire. On diversifie, quitte à s'attirer les foudres de celui qui pense être le partenaire idéal pour nous. Et les Américains comprennent aussi qu'il est dans leur intérêt de se montrer, même si en coulisses, ils se montrent agressifs parfois, mais il est dans leur intérêt de se montrer ouvert et compréhensible à l'égard des aspirations des autres peuples, sinon ils vont les perdre. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous analysez la position d'Anthony Blinken lors de sa tournée africaine, en Afrique du Sud, on lui a demandé, est-ce que vous venez pour contrer la présence russe en Afrique? Il a répondu en disant non, nous venons pour tisser des partenariats avec des pays africains qui sont libres de choisir avec qui ils peuvent traiter. Parce qu'ils ont compris que le discours qui consiste à sanctuariser des États, à en faire des propriétés, Ne passe ou plus. bien ça ne passe plus. À la différence de Macron qui est venu, qui a passé son temps à crier sur la Russie, en fait, le meilleur porte-parole, non, ouais, le meilleur relationniste aujourd'hui des aspirations africaines, c'est Macron. Plus il tient des propos étranges, condescendants ou attaquant la Russie, plus les Africains vont se montrer contre les intérêts français. Par contre, les Américains sont beaucoup plus malins. Eux, ils viennent, ils disent non, non, les Africains sont libres de traiter avec qui ils veulent. Nous voulons simplement que l'Afrique ait plusieurs partenaires et nous voulons apporter notre pierre, montrer à l'Afrique que nous sommes un partenaire fiable. C'est ce que Joe Biden a dit aux dirigeants africains récemment. Ce qui Donc, est ça veut bizarre dire quand même, parce que c'est une position qui a un peu évolué. Je me rappelle, il y a de cela quelques mois exactement. encore, on était en train de nous parler d'un amendement au Congrès qui consistait à dire Oui, qu'on allait, tu avais suivi ça, qui disait oui, qu'on mais allait vous sanctionner tous savez, les pays africains qui travaillent avec la Russie, et ainsi de oui, suite. mais ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Mais plus ils font ça, plus ils vont faire la part belle à la Russie, à la Chine, aux autres puissances, aux puissances moyennes. Vous savez, au Congrès, il y a des gens qui sont des parfaits ignorants, qui ne sont peut-être pas capables de vous situer l'Afrique sur une carte, C'est ce que qui j'ai compris, oui. s'assoient, qui s'assoient chez eux et puis qui se réveillent un matin. Non, non, on va faire ça. Vous ne pouvez pas savoir le niveau d'ignorance qui règne parfois dans nos pays ici en Occident, dans les centres de pouvoir. C'est la raison pour laquelle ils ont des spécialistes qui viennent des conseillers, qui viennent leur donner des orientations en matière de politique étrangère. Moi, quand je parle avec mes amis canadiens, je suis canadien. Je leur dis, nous devons changer d'approche par rapport à la question africaine. Ma position me permet de parler à mes amis canadiens tout en parlant au Congo, en disant non, nous aussi, nous devons, en tant que Congolais, adopter une position responsable. Nous devons défendre nos intérêts. Mais si je parle des Canadiens, je veux dire, mais il faut aussi se positionner de façon responsable pour défendre les intérêts du Canada. C'est une question de principe. Il n'y a pas de sentiment dedans. Maintenant, vous avez en Occident ici, même au Canada, des gens qui comprennent à peine ce que c'est l'Afrique, qui ont une vision de l'Afrique qui est étriquée, qui est problématique. Donc, un gars va se réveiller, va écrire un truc, et le Congrès va passer un truc là pour dire que, bon, voilà, on va sanctionner les pays africains. Mais plus vous faites ça, plus la Russie va gagner des points. La preuve en est que, allez analyser tous les discours de Vladimir Poutine ou même du ministre Sergei Lavrov depuis le début de la guerre en Ukraine. Lavrov et Poutine ne s'adressent pas aux Occidentaux, ils s'adressent aux populations du Sud global.
Regardez toutes les déclarations du président Poutine. Il parle de néocolonialisme, de la condescendance occidentale, ainsi de suite. Et tout ça, en fait, résonne aux oreilles des Africains et des autres peuples du monde. Et c'est la raison pour laquelle la Russie est en train de gagner 2 points. Je suis en train d'écrire un article là qui va s'intituler L'autre guerre que Poutine est en train de gagner. C'est la guerre de l'opinion mondiale en dehors du monde occidental. Celle-là, Poutine est en train de la gagner. La preuve en est que des pays comme l'Argentine, l'Arabie Saoudite, dont tu viens de parler, veulent intégrer les BRICS. L'Algérie veut intégrer les BRICS. Qui aurait cru? Qui aurait cru ça avant février 2022? Qui? Et ça va continuer comme ça. Il y a des pays qui frappent à la porte des BRICS. Ça veut dire qu'il y a une attraction pour un autre modèle, pour un modèle alternatif au modèle occidental. Et si en Occident ne comprend pas ça, ben, on finira par regarder le monde, le nouveau monde façonné par la Russie et la Chine, l'un des pays d'autres puissances qu'on appelle émergentes, mais qui sont en réalité des grandes puissances déjà. Mais ce que tu dis là, tu n'es pas le seul à le dire, d'autres le disent, même certains analystes le disent en France, ils sont peut-être pas très écoutés. Pourquoi c'est un discours différent que le président français tient? Il est pourtant jeune, il n'appartient pas à une ancienne école. Mais après, est-ce que ce n'est pas seulement le discours de Macron, ce n'est pas seulement l'égard de l'Afrique, hein? Parce que vous avez vu comment il parle même aux Français, même en France. Il y a une condescendance naturelle chez Macron aussi. Ancien banquier, devenu président avec le soutien de certains oligarques français, le monsieur a une vision du monde qui est très élitiste. Et ça fait que quand il s'exprime, et ce n'est pas seulement une histoire d'Africains, non, Macron est naturellement condescendant. Et à l'égard des Français, on l'a vu à l'égard des Gilets jaunes et des mouvements qu'il y a eu en France, et on le voit à l'égard des Africains. On le voit aussi quand il va aux États-Unis, lors de son discours au Congrès, quand il parle du protectionnisme américain. Il y a ce côté-là chez lui, mais il est beaucoup plus profond quand il s'adresse aux non-européens, aux non-occidentaux et plus particulièrement aux Africains. Mais en même temps, il faut comprendre qu'ils ne sont pas stupides, hein, les Français. Macron se rend compte aussi que ça dessert la cause française en Afrique. Et c'est la raison pour laquelle il y a une réflexion sur une restructuration de la présence française en Afrique qui se fait actuellement. Et on pense maintenant à appliquer euh, une sorte de leading from behind. Ça, c'était la stratégie Obama pendant la guerre en Libye. C'est-à-dire que on dirige de l'arrière, le leading from behind. Et la France est en train de mettre en place une stratégie qui s'apparente à du leading from behind, c'est-à-dire on va être présent, mais sans être particulièrement très visible en fait. On va être présent, mais en étant en arrière-scène. On va agir en deuxième phase, on va laisser les Africains devant, nous on va derrière. Et ça se discute beaucoup. Il y a une réflexion qui se fait actuellement en France sur cette question-là. C'est parce qu'aussi à cette réflexion-là, c'est parce qu'ils comprennent, parce qu'en France, il y a des gens qui comprennent que les intérêts de la France vont être totalement bousculés si on continue sur cette lancée-là. Il y a un livre qui est sorti en France, je vais m'arrêter là, pour cette question-là, d'ailleurs, qui parle de ça, le basculement français. Ils expliquent ça. Il y a deux auteurs, Christian Chesneau. Attends, euh, si tu permets, je l'ai mis. Ça. Ah oui, il est là. Ouais, c'est ça. Le déclassement français. Oui. Ce n'est pas Patrick Mbeko qui le dit là. Mais ils disent ici, quand tu lis la quatrième de couverture, alors qu'elle jouissait d'un véritable crédit, la France est aujourd'hui déclassée au Moyen-Orient et au Maghreb. La conséquence de 15 ans d'une politique versatile que les auteurs ont décryptée à Paris, Rabat et Téhéran, jusque dans les champs des ruines irako-syriens en passant par Tel Aviv. Un recul que, malgré son volontarisme et une vision stratégique, Emmanuel Macron, trop pressé et catégorique, n'a pas su enrayer. Donc, on voit, ça, ce sont les Français eux-mêmes qui le reconnaissent. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Je pense que la France doit changer tout comme le reste du monde occidental. La France et le monde occidental, de manière globale, doivent changer leur approche des questions mondiales et comprendre que le monde ne se limite pas au nombril de quelques Occidentaux, que le monde est beaucoup plus complexe, il est grand, et que l'Occident n'est qu'une partie de ce monde-là, et qu'il faut composer avec un monde qui est différent, qui a avec des façons de voir le monde qui sont différentes. Si on continue sur cette lancée-là, l'Occident ne s'en sortira pas. L'Occident perdra cette guerre-là. La guerre des opinions publiques sur la scène mondiale, l'Occident est en train de le perdre. Et s'il poursuit sur sa lancée, il va le perdre totalement.
Tu as dit à plusieurs fois que l'Afrique devrait surfer sur la vague, se positionner, mais concrètement, pour sortir de cette émission, Et qu'est-ce que les dirigeants africains devraient faire pour pouvoir eux aussi tirer leur épingle du jeu, là, maintenant? définir un paradigme politique, so- social et économique propre aux Africains. Ça ne veut pas dire qu'on rejette tout. Non, on ne va pas réinventer la roue, mais on peut penser notre système politique, notre système économique en fonction de nos propres, de nos paradigmes, parce que l'Afrique est plurielle, mais aussi de nos réalités. Il ne sert à rien de faire du copier-coller, surtout quand ça ne marche pas. On le voit avec cette histoire de démocratie, que nous avons du mal à définir, que nous avons du mal à appliquer, que nous appliquons quand ça fait notre affaire, et puis voilà. Et puis nous devons aussi, en Afrique, construire des institutions qui sont fortes, mettre les institutions au cœur du fonctionnement des États et non simplement des individus. Parce que ça, c'est un autre. En fait, l'Afrique est un très grand chantier. Nos pays sont des chantiers à tous les niveaux. Mais on doit partir d'un paradigme africain pour trouver des solutions africaines aux problèmes du continent africain. La Chine l'a fait. Je donnais l'exemple de la Chine tantôt. La Chine a pratiqué le capitalisme occidental selon les règles du Parti communiste chinois. L'Afrique peut emprunter des voies qui existent déjà, mais selon des paradigmes qui sont strictement africains, qui rencontrent les besoins du continent et des peuples africains. Parce que nous avons un problème, nous avons fait du copier-coller, ça n'a pas marché, nous continuons à faire du copier-coller, ça ne marche pas, nous réfléchissons par procuration sur des enjeux qui nous concernent, ça ne marche toujours pas. Peut-être il faut s'arrêter et repenser le monde selon notre propre perception de ce monde-là et selon les intérêts qui sont les nôtres au regard des besoins qui sont les nôtres. OK, on pourrait continuer d'en parler très longtemps. Peut-être qu'on fera une deuxième partie là-dessus. Ça fait plus d'une heure qu'on discute, tellement c'est passionnant on ne voit pas le temps passer. Merci beaucoup de nous avoir là aussi édifié de tes lumières. On se retrouve très prochainement pour une autre émission, pour une autre thématique qui est celle-là que tu chéris. On va parler des Grands Lacs. On va parler de la situation qui évolue d'ailleurs. Depuis notre dernière discussion, bizarrement, il y a eu une accélération au niveau des Grands Lacs, au niveau de la situation entre la RDC et notamment le Rwanda, avec les Américains qui s'en sont mêlés aujourd'hui. Bref, ça va un peu dans tous les sens. Et ouais, on va en parler. Peut-être que tu veux dire quelque chose en teasing là-dessus. Je dirais simplement que la situation dans les Grands Lacs et illustre un peu ce que nous venons de dire aussi, parce que les acteurs régionaux et internationaux se positionnent en fonction de l'enjeu international du moment, la guerre en Ukraine et ses conséquences. Donc, ce n'est pas la guerre en Ukraine directement, mais ses conséquences, le positionnement des acteurs fait que euh, euh, dans la région, le Rwanda, l'Ouganda, la RDC, le Burundi, mais aussi sur le plan international, la France, les États-Unis se positionnent pour ne pas perdre la main sur tout ce qui se passe parce que euh, les Congolais reprochent beaucoup aux Occidentaux leur double langage sur cette question-là. Et les Russes proposent leurs services. Hein, et donc, les Occidentaux comprennent que cette ambiguïté peut leur coûter cher. Donc, ils se sont positionnés ouvertement, comme tu l'as dit, les États-Unis, mais récemment aussi la France. Mais cela va-t-il remettre en question tout ce que nous voyons? Va-t-il permettre de mettre fin à la guerre? J'en doute fort. Parce qu'il y a une responsabilité africaine et particulièrement congolaise et rwandaise qui est engagée. Donc là aussi, je dirais, je répéterai ce que j'aime toujours dire, qui est que la responsabilité de trouver des solutions aux problèmes des Africains revient aux Africains eux-mêmes, avant tout. Pourquoi est-ce que ça c'est ma dernière question bonus, mais pourquoi est-ce que tu sembles être très dur envers Félix Tshisekedi? Je suis dur à l'égard de Félix Tshisekedi parce qu'il lui revient, lui, de trouver des solutions aux problèmes des Congolais et pas, pas de créer beaucoup plus de problèmes. Aujourd'hui, on peut reprocher au Rwanda de déstabiliser la RDC, mais en tant que Congolais d'origine, je dois avoir le courage et l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que Félix Tshisekedi est en partie responsable de la situation que nous connaissons. Moi, je ne suis pas de ceux qui défendent les choses, les gens, les yeux fermés. J'essaie d'être impartial parce qu'un analyste doit être impartial et juste dans son appréciation des situations. Je ne mêle pas les sentiments. Je suis extrêmement dur à l'égard du régime de Kinshasa, donc du régime de la RDC, mon pays d'origine,
parce que j'estime, au regard de la situation et des données que nous avons, que le pouvoir congolais porte une certaine responsabilité dans ce qui arrive aujourd'hui à la RDC. D'ailleurs, les gens du fameux M23 ont rappelé à plus d'une fois que le gouvernement congolais avait pris, avait pris des engagements à leur égard. Donc moi, je peux bien critiquer le Rwanda, je peux accuser le Rwanda de tous les maux à juste titre, mais il n'en demeure pas moins, je ne peux pas rester silencieux face à une responsabilité engagée, éprouvée du côté congolais, du gouvernement congolais. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis beaucoup plus dur. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué que dans toutes mes analyses, dans tout ce que je dis, je me montre toujours beaucoup plus critique à l'égard des Africains que des autres parce qu'il appartient aux Africains de prendre des décisions qui les concernent. Vous ne pouvez pas accuser les gens indéfiniment d'être responsables de vos propres turpitudes. Si, et j'aime bien le répéter, si je peux reprocher, si je ne peux pas reprocher à un voleur de me voler, je peux me reprocher de n'avoir pas pris les dispositions pour empêcher le vol de ma maison. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai les positions que j'ai sur les questions africaines, mais aussi congolaises. Merci beaucoup, Patrick Beko. Au Et plaisir. au plaisir de t'avoir pour une prochaine émission. Merci bien.